Alors, bienvenue à notre conférence Confort d'été et solutions fondées sur la nature. C'est un retour d'expérience de plusieurs villes françaises. Et en fait, c'est une conférence qui s'est montée ensemble avec Adine Hector, la responsable département écologie du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, Gilles Lecuir, chargé d'études de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et moi-même, je suis Katharina Brockstedt, la coordinatrice du Centre de ressources Envirobat Grand Est et Nashville.pro. On s'est posé la question quel facteur faisait ou quel projet en était fait pour améliorer le confort d'été dans nos villes. Alors, je commence à notre grand sujet, le confort d'été. Alors, quand on réfléchit urbanisme et construction durable, il y a une notion de temps là-dedans. Pour combien d'années construisons-nous, planifions-nous? Et quand on voit le record des températures en Alsace à partir de 2050, ça fait assez peur. Ça a été fait dans une étude de Climability. Aujourd'hui, on a des pics de 42 degrés. Et pour ceux qui habitent l'Alsace, ils se souviennent très, très bien de ces 42 degrés. Et bien, 2050, ce qui dans 30 ans, on aura 55 degrés. Ça veut dire, si on construit aujourd'hui dans le futur, il faut bien faire attention. Il y a le problème des nuits tropicales. Quand ça ne tombe pas en dessous de 20 degrés la nuit et on ne peut pas refroidir correctement, ça devient encore plus difficile. Alors, petit pic de rappel, pour le grand problème, c'est également les villes. En fait, dans un cadre d'une ville, il y a l'effet de l'îlot-chaleur qui aggrave largement la problématique parce qu'en fait, il y a en fait, l'inertie des murs et plusieurs d'autres facteurs. Et on a aussi la problématique des paramètres anthropiques. Ça veut dire tout ce que l'homme rejette au niveau de chaleur. C'est le transport, les voitures, les camions, mais aussi, comme on voit à Paris, il y a un tiers de l'îlot chaleur qui est lié à la climatisation. Et en fait, on a trop chaud, on va mettre la climatisation. Ben, en ville, ça nous fait encore plus chaud pour les autres. D'autres problématiques d'îlot chaleur en ville, c'est qu'il y a une rugosité au vent, il n'y a pas la possibilité aussi de balayer les rues, il y a le piégeage du rayonnement, il y a la problématique de la faible évapotranspiration, évaporation en ville, et évidemment une absorption forte et stockage de chaleur. Ok. Et sur cette petite intro, je passe la parole à Monsieur Frédéric Ségur, qui est le responsable de service de l'innovation au sein de la division du végétal de la métropole de Lyon. Il va nous faire une présentation de leurs actions de la collectivité pendant à peu près 15-20 minutes. Et après, vous pouvez poser les questions. Ok, Monsieur Ségur. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Donc, bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc, je vais vous parler du plan Canopée qui est développé par la métropole de Lyon depuis quelques années. Et il a vraiment été développé dans l'idée de travailler sur la nature comme outil d'adaptation de la ville au changement climatique par rapport aux enjeux dont on vient de parler. On occupe essentiellement des questions de nature en ville et en particulier de la question de l'arbre dans la ville qui impose une réflexion un petit peu sur le long terme. Et dans la métropole de Lyon, on travaille
essentiellement sur un patrimoine d'à peu près 300 000 arbres, situés à la fois sur les espaces publics des 59 communes de la métropole, dans des parcs publics et privés de la métropole, et puis également sur des boisements. Alors, la question de la nature en ville, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui a été prise en compte à partir du début des années 90 par la métropole. On sortait de la période des 30 Glorieuses, une trentaine d'années d'aménagement urbain très fonctionnaliste centré sur la voiture, et qui avait conduit à un véritable rejet des habitants de cette ville fonctionnelle qui avait été construite, et une forte demande sociale d'amélioration du cadre de vie. Et donc ces questions ont commencé à être réfléchies de manière globale dans ce qu'on a appelé des réflexions d'écologie urbaine. Et puis à partir de la fin des années 90, on a focalisé un peu le travail de renaturation de la ville autour de la thématique de l'arbre. L'arbre à la fois symbole du retour de la nature en ville, et l'arbre nécessitant une réflexion sur le temps long qui nous semblait le temps nécessaire pour organiser cette transition. Donc il y a eu 2 chartes de l'arbre qui ont été mises en place à la métropole de Lyon. La première étant uniquement une charte de l'institution, la seconde ayant été ouverte à un réseau de signataires et ayant été co-construite avec les acteurs du territoire, publics, privés et associatifs. Et la charte de l'arbre existe toujours, c'est toujours notre volet éthique et partenarial de la politique de l'arbre, et il y a toujours 120 signataires de cette charte. J'avais expliqué effectivement qu'on travaillait sur la question de la nature en ville, notamment en tant que gestionnaire d'une partie des arbres du territoire, à peu près 300 000 arbres qui sont gérés par la métropole sur son territoire. Que ça découle effectivement d'une action, d'une politique qui s'est construite et déployée depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Et le plan Canopée, c'est un nouveau volet opérationnel avec de nouveaux objectifs de ces chartes qu'il y a eu avant, notamment des chartes de l'arbre. Alors, ces chartes, elles ont été construites notamment sur ce qu'on a appelé la redécouverte des services écosystémiques fournis par la nature en ville. Aujourd'hui, effectivement, on parle de solutions fondées sur la nature, mais il y a 10 ou 20 ans, quand on travaillait sur ces questions, effectivement, on s'est appuyé sur beaucoup de productions d'articles scientifiques qui ont montré que beaucoup d'intuitions qu'on avait au 19e siècle sur le rôle de la nature, sur le climat, sur la qualité de l'air, sur la santé, étaient vérifiées par des données scientifiques. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur ces questions-là, que ce soit avec des entrées environnementales, comme le rafraîchissement, la gestion alternative de l'eau, la dépollution, que ce soit pour des questions économiques, puisque le développement de la canopée a aussi des répercussions sur l'attractivité du territoire, sur la valeur du foncier, sur le développement de nouvelles filières économiques, sur les aspects sociaux et bien sûr sur les aspects sanitaires qui sont véritablement importants, notamment en lien avec la question du confort d'été, puisque les canicules s'accompagnent de vagues de surmortalité qui sont liées à l'épuisement des corps qui n'arrivent plus à se rafraîchir à cause des températures qui restent élevées, notamment la nuit. Alors, ça, c'est des choses que l'on a pu travailler depuis quelques années. On avait travaillé il y a une quinzaine d'années sur les vulnérabilités du territoire face au changement climatique. Et ce qui était apparu en première urgence, c'était les problèmes sanitaires justement pour les populations liés aux canicules et aux vagues de chaleur estivales et amplifiés par l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et du coup, nous avons travaillé à essayer de faire rejoindre les objectifs de la charte de l'arbre, de les hybrider avec les objectifs d'adaptation du plan climat-énergie territorial. Et c'est comme ça qu'est né notamment le plan Canopée. Et un autre dispositif dont je ne vous parlerai pas, mais qui rejoint tout à fait les préoccupations de Rennes que l'on vient d'entendre, qui s'appelle le projet de ville perméable, puisque effectivement les deux dispositifs d'adaptation de la ville au changement climatique, c'est le plan Canopée et le projet de ville perméable. Et
Donc le plan canopée, lui, il s'appuie notamment sur le potentiel de rafraîchissement des arbres en ville. C'est quelque chose que l'on suit et que l'on mesure depuis quelques années. On a notamment un chantier expérimental sur une rue qui s'appelle la rue Garibaldi, sur lequel on a pu faire un certain nombre de mesures, notamment du rôle rafraîchissant de la végétation, notamment en température absolue, mais aussi en température ressentie. Et on a des différences de température qui peuvent aller jusqu'à 9-10 degrés en température ressentie, donc c'est très important. Et on a testé aussi la possibilité d'apporter de l'eau par irrigation massive en période de canicule, à partir de l'eau pluviale stockée dans un bassin, pour augmenter l'évapotranspiration des arbres, et on s'aperçoit effectivement qu'on peut avoir des gains de température liés à cette fonction d'évapotranspiration, puisque en fait le rafraîchissement des arbres, il est lié d'une part à l'interception du rayonnement solaire, qui fait un effet d'ombrage, qui évite que les matériaux minéraux au sol absorbent le rayonnement solaire, mais c'est lié aussi à un effet de rafraîchissement direct qui est lié à l'évaporation d'eau par toute la surface foliaire de la végétation. Et donc, un arbre mature a une surface foliaire qui est très importante. Un grand platane, ça peut représenter la superficie d'un terrain de football, la surface foliaire qui va faire de l'évapotranspiration. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un arbre, ça correspond à 5 climatiseurs qui tourneraient à plein temps par ce pouvoir rafraîchissant. Et ce pouvoir rafraîchissant, il s'arrête quand l'arbre n'a plus d'eau dans le sol, pour pas qu'il y ait une déshydratation de l'arbre, l'évapotranspiration s'arrête. Et c'est pour ça qu'on fait ce test d'irrigation avec de l'eau stockée, pour voir si ça peut être un dispositif. On irriguerait l'arbre comme on brancherait un climatiseur pour avoir de la température qui puisse baisser. Donc c'est une expérimentation en cours. Alors, le plan canopée, il s'est développé aussi autour d'un certain nombre d'analyses que l'on fait de la mesure de la canopée. Donc, on voit ici une déclinaison à l'échelle des communes qui montre deux choses principales. La première, c'est que on a à peu près 2 à 3 millions d'arbres sur le territoire, mais je vous ai dit tout à l'heure que la métropole intervient sur à peu près 300 000 arbres, c'est-à-dire que nous, on intervient sur à peu près 10% de la canopée du territoire. Et comme à Rennes, on s'aperçoit que 70% des arbres qui constituent la canopée sont sur le domaine privé. L'autre chose que l'on a mis en évidence, c'est qu'il y a un véritable déséquilibre territorial entre l'ouest et l'est de l'agglomération, et que ce déséquilibre territorial, il peut être mis en relation avec beaucoup d'autres choses. Alors, on ne parle pas de corrélation entre ces différents facteurs. Il y a certes une corrélation qu'on peut mesurer entre l'indice de canopée et les îlots de chaleur, mais on s'aperçoit que cette disparité environnementale entre l'ouest et l'est, elle touche beaucoup d'autres domaines, et elle pose la question de l'équité du territoire d'un point de vue sanitaire et social et environnemental. Donc. Et ça pose la question effectivement peut-être d'investissements plus massifs qui pourraient être ciblés sur les zones les plus carencées, où se cumulent le plus de problématiques sanitaires et sociales. Du coup, la démarche du plan canopée, c'est une démarche globale qu'on pourrait qualifier de foresterie urbaine, qui concerne à la fois la métropole en tant qu'acteur, mais également en tant qu'animateur d'un réseau d'acteurs du territoire, à la fois public, associatif, et qui associe également beaucoup de métiers différents. Alors, que concerne la canopée, nous on a fait volontairement une vision très élargie de la question de la canopée. Pour nous, la canopée, c'est le symbole du retour de la nature en ville, de cette nature qui peut aider à l'adaptation de la ville au changement climatique. Donc, ça concerne bien sûr les arbres qui sont un petit peu en tête de file de ce travail de renaturation, mais ça concerne toutes les strates de végétation, et ça concerne la végétation de l'espace public comme de l'espace privé, mais également des bâtiments, que ce soit sur les toitures ou sur les murs.
L'autre élément important, c'est de voir que la réflexion sur le développement de la canopée doit se raisonner à toutes les échelles, à l'échelle de la planification urbaine, notamment pour améliorer la protection de l'existant. Hein, on sait qu'un arbre, pour devenir efficace d'un point de vue climatique, il lui faut 20 ou 30 ans. Et du coup, le patrimoine arboré existant, les espaces naturels existants, ce sont déjà des îlots de fraîcheur qu'il faut absolument conserver. Et donc, il y a tout un travail pour essayer d'augmenter effectivement les mesures de protection des arbres existants. Mais après, cette application du plan canopée, elle doit pouvoir se décliner à toutes les échelles et être très opportuniste pour pouvoir trouver toutes les petites capacités d'intervention. Et pour nous, l'idée, c'est qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'on fait un projet sur le domaine public ou privé, on se pose la question de la possibilité de désimperméabiliser, de renaturer et éventuellement d'ombrager l'espace. C'est ça véritablement la question liée au développement de la canopée. Pour construire le plan canopée, on a fait tout un travail sur, c'est l'arborescence qui est à droite, sur le lien entre la question de l'arbre en ville, et on s'aperçoit qu'il s'interface avec pratiquement tous les métiers et les compétences d'une métropole et de ses habitants. Et du coup, on a essayé de travailler sur une approche pluridisciplinaire qui essaye d'associer beaucoup de disciplines différentes pour avoir une vision globale qui permette de ne pas avoir qu'une réponse technique centrée sur une discipline, mais de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des disciplines. Alors, le plan canopée, il se décompose en une trentaine d'actions qui sont regroupées dans 4 principaux axes. Il y a un premier action de pérennisation et de développement du patrimoine arboré, c'est le volet plutôt opérationnel, les projets, les règles d'urbanisme pour améliorer la protection. Il y a un autre axe qui est très tourné vers la mobilisation des citoyens et autour des questions de santé et de bien-être, puisque effectivement, ce plan, pour pouvoir être efficace, il faut qu'il aille au-delà de la métropole comme institution pour toucher tous les acteurs du territoire. Le troisième axe est tourné vers les professionnels, c'est-à-dire notamment les entreprises qui doivent être des acteurs également de cette transformation. Et le dernier axe, lui, est tourné vers les questions d'innovation, de recherche et développement en faveur de la canopée, sur des questions qui portent aussi bien sur la question de la fertilité des sols, sur les techniques alternatives de gestion de l'eau. La métropole est engagée dans un projet Life Artisan qui cherche justement à trouver des solutions pour que la gestion alternative de l'eau puisse apporter de la fraîcheur par un lien avec les sites végétalisés et les plantations. Mais on travaille aussi sur d'autres actions de recherche et développement sur ces questions. Et puis, en interne, on a fait un vrai travail pour essayer d'avoir une interface cohérente entre le plan canopée et toutes les autres stratégies qui sont développées par la métropole, que ce soit sur des questions liées à la biodiversité, au climat, à la santé, etc. Donc pour nous, c'est très important, effectivement, d'avoir une vision experte très approfondie sur la question de l'arbre et de la renaturation de la ville, mais qui ne perdent pas de vue le dialogue avec toutes les autres directions et tous les autres métiers de la métropole. Et puis, comme on doit s'appuyer sur un réseau d'acteurs, on a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance et sur les questions de cartographie des acteurs à mobiliser. Donc, on part pas de rien, puisque avec la charte de l'arbre, on a commencé à constituer un réseau. Il y a 120 signataires de la charte de l'arbre qui correspondent à différents types d'acteurs, des gestionnaires de logement, d'organismes parapublics, des entreprises, des associations, etc. Et on a fait une modélisation, effectivement, des acteurs qu'on pourrait associer justement pour le déploiement du plan canopée. Et du coup, l'idée, c'est d'aller sensibiliser ces acteurs pour pouvoir avoir une déclinaison la plus importante possible de ces actions. Et du coup, ça veut dire un vrai changement de posture de la métropole. La métropole, pour l'instant, c'était plutôt l'expert qui réalise
voire qui réglemente. Et là, il faut qu'on devienne effectivement plutôt l'animateur qui facilite, qui incite et qui accompagne d'autres acteurs à faire. Donc c'est un changement de posture qui nécessite peut-être de nouveaux modes de faire, de nouveaux moyens qui sont en cours d'évaluation, notamment sur la question des financements de ce type de politique. Alors, le plan Canopé, on y travaille depuis 2017. Ça a été intégré effectivement dans la délibération sur le volet adaptation du plan climat de la métropole. On a développé tout un travail de benchmark que vous pouvez trouver en ligne sur les expériences d'autres grandes métropoles mondiales qui ont travaillé sur cette question effectivement de l'intégration de l'arbre. On parlait tout à l'heure de San Francisco, mais il y a beaucoup de villes, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Canada, qui ont des stratégies qui peuvent être très inspirantes sur ces questions. Alors, on travaille beaucoup à l'acculturation des habitants et puis de nos élus, de nos nouveaux élus. Notamment, on a une expo alors, qui s'appelle la Ville-Forêt, qui porte plutôt une réflexion sur comment les écosystèmes naturels peuvent être inspirants pour développer des politiques publiques où on aurait une réconciliation de la ville et de la nature. Et puis, on mène depuis le mois de novembre une expérience créative qu'on a appelée le Canopé Remix. Il s'agit effectivement de réunir des acteurs de tous horizons, des artistes, des scientifiques, des associatifs, des entrepreneurs, etc., pour justement réfléchir ensemble aux solutions effectivement de nouveaux process, de nouveaux outils qui permettraient justement de déployer les objectifs du plan Canopé de manière opérationnelle et que ça puisse être appropriable par le plus grand nombre. Nous, on peut définir des objectifs, mais après, pour faire en sorte qu'ils soient appropriés par les acteurs, les entreprises, les associations, le grand public, on manque un petit peu de méthode. Alors, ce travail, il a été fait en distanciel à cause des questions sanitaires, mais on a quand même réussi à avoir 120 participants sur des ateliers créatifs. Donc ça a été un sacré challenge. Et aujourd'hui, on est en cours de construction, effectivement, de montage de projets à partir des propositions qui ont été faites par les différents groupes de travail. Et donc, on a tout un travail d'incubation qui est en cours pour faire en sorte que ces idées puissent se traduire en projets. On travaille aussi avec des porteurs de projets qui peuvent être des bailleurs sociaux, qui peuvent être des coopératives, qui peuvent être des associations, des entreprises, qui vont s'approprier un certain nombre d'idées qui sont nées de ce marathon créatif et qui vont permettre de déclinaison opérationnelle claire à ce projet. Voilà, j'arrête là et vous pouvez trouver des informations sur à la fois la charte de l'arbre et le plan Canopé sur un blog du Grand Lyon, et puis vous avez un lien où on trouve les documents et les idées et les projets qui ont été développés dans le cadre du Canopé Remix avec le lien suivant. Merci beaucoup, Monsieur Ségur. Il y a une première question. Comment se calcule la canopée à Lyon? Alors, on a travaillé à partir de photo-interprétation, c'est-à-dire c'est une photo aérienne, souvent en infrarouge couleur, qui est couplée avec une analyse LIDAR qui permet d'avoir la hauteur des objets. Et du coup, en croisant ces deux données, on arrive à séparer effectivement de manière automatique les localisations d'arbres, puisque la surface de canopée, c'est la surface ombragée par des arbres. C'est-à-dire qu'on regarde d'en haut et on mesure les surfaces qui sont sous la canopée des arbres. Merci. Il y a une deuxième. Pour la gestion de ce programme, combien d'ETP sont nécessaires à l'année à la fois sur le plan métropolitain et les partenaires publics et privés? Ça, on est en train de négocier ces questions-là. Pour l'instant, je suis tout seul.
Ah oui, d'accord. Et on voit la complexité tout à l'heure avec tous les acteurs, comment vous faites ça? Vous avez quand même le soutien On, des associations. on a des partenaires, justement, le réseau de la Charte de l'Arbre, et puis on travaille beaucoup également avec l'agence d'urbanisme, le CAUE, qui sont également signataires de la Charte de l'Arbre et qui nous accompagnent aussi dans cette démarche. Donc je ne suis pas complètement tout seul. Ok, on est rassuré, on voit bien la complexité. L'idée, c'était de bien vous présenter en fait un petit peu comment finalement on va aller rechercher des solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique, et notamment dans le cadre qui a été défini tout à l'heure, c'est-à-dire celui du confort d'été et finalement du bien-être des habitants. Je fais juste une toute petite parenthèse, vous pouvez voir l'image, j'imagine, à l'écran, où vous avez une cour d'école toute bitumée. Et puis, vous voyez, il fait chaud. Et où est-ce que se retrouvent tous les enfants et les instituteurs? Eh bien, c'est sous l'arbre. Et donc, ça illustre assez bien, je trouvais, ce principe de questionnement sur, finalement, la place de la nature en ville dans cette lutte contre le changement deux comment on peut s'adapter, comment on peut adapter la ville. Et l'arbre est un des éléments de cette adaptation. Ma présentation va se dérouler au travers de deux éléments principaux. Donc, le premier, c'est la question de l'arbre. Je devais succéder à Frédéric, donc je vais essayer d'être assez rapide sur cette partie-là pour lui laisser parler de la politique qui est menée sur la ville de Lyon. Et je vous présenterai ensuite un autre projet qui est parallèle, corollaire, qui est le projet rennais d'e-Pave, où on va accompagner la collectivité sur des questions de désimperméabilisation, c'est-à-dire comment on retrouve des espaces de nature. Alors, pour certains, leur fonction à terme sera peut-être d'être arborés, mais pas nécessairement. On peut avoir d'autres vocations pour ces espaces. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, végétaliser la ville, c'est une expérimentation qui n'est pas nouvelle à Rennes, hein, comme Frédéric l'a dit. Depuis les années 90, il travaille ces questions-là sur la ville de Lyon. À Rennes également, et ça fait bien longtemps que nous intégrons ces problématiques au niveau de la planification urbaine, et notamment dans le dernier PLUI de la métropole rennaise, avec des inventaires participatifs d'arbres remarquables, une actualisation de tout notre patrimoine bocager, la mise en place de règles, évidemment, que vous pouvez tous connaître dans vos documents d'urbanisme, de classement des boisements, mais également des nouveautés comme le coefficient de végétalisation et des choses comme ça qui viennent finalement intégrer ces nouvelles approches nature en ville dans l'urbanisme. Donc ça, c'est au niveau de la planification. Et puis, au niveau un petit peu plus politique stratégique, fonctionnement entre acteurs, Frédéric parlait tout à l'heure d'une charte. Donc, dans le cadre du Conseil local de la biodiversité de Rennes, il y a une commission arbres en ville qui existe, et nous sommes en train de rédiger une charte un peu à l'identique, enfin pas à l'identique puisque ça ne sera sans doute pas la même charte, mais dans le même esprit que ce qu'a pu conduire Lyon. Et l'objectif est également d'aller chercher des pétitionnaires, des signataires auprès de partenaires privés, d'autres organismes de l'État, etc. Et puis, tout ça s'inscrit dans une stratégie de végétalisation. Donc, vous le savez, hein, les élections municipales ont eu lieu et donc des nouvelles équipes se sont installées sur les différents territoires. Sur notre territoire, c'est un peu un prolongement de ce qui était déjà en gestation. Et donc, il y a une réflexion menée par la ville de Rennes sur comment végétaliser plus sa ville-centre, et tout à fait dans l'optique de répondre aux préoccupations d'îlots de chaleur urbaine, de gestion de l'eau, etc. Alors juste pour le slogan, mais le principe c'est au cours du mandat de planter 30 000 arbres dans la ville, et c'est un déploiement qui est en cours avec les services. Alors moi je ne vais pas trop vous en parler puisque ça c'est pas directement ma partie, même si j'y participe. Juste pour vous rappeler que quand on travaille la question de l'arbre en milieu urbain, on voit bien tous les bénéfices qu'il peut apporter, mais par contre c'est une gestion qui peut être assez contrainte pour plusieurs raisons. D'abord, les nombreux acteurs qui peuvent intervenir autour de l'arbre en ville. Donc il y a effectivement tout ce qui dépend du patrimoine public qui est géré en direct par les services, mais dans les opérations d'aménagement, on a déjà beaucoup plus d'acteurs publics et privés, et il y a des dialogues importants, notamment en amont de la rétrocession d'espaces verts à terme. Sur le privé, on a des dynamiques d'évolution qui sont constatées au niveau des jardins privés, des copropriétés ou des parcs d'activités. Et donc, il y a des actions également à conduire à ce niveau-là. Et puis, au niveau des habitants et associations, on s'aperçoit qu'il y a une part grandissante de leur rôle dans les échanges avec la ville, avec les services.
et des attentes qui sont parfois de plus en plus pressantes pour plus de nature en ville. Alors, je renverrai quand même aussi à ce que me rapporte souvent le collègue qui travaille aux espaces verts pour les arbres, c'est-à-dire qu'ils ont 50% de courriers qui demandent plus d'arbres en ville et 50% de courriers qui se plaignent des problèmes des arbres en ville, c'est-à-dire les feuilles, c'est-à-dire l'ombrage, etc. Donc faire la ville et faire la ville avec les arbres, c'est arbitrer entre tous ces enjeux. Donc excusez-moi, je vais passer un peu rapidement pour aller sur ce qui va nous intéresser. Donc l'agence d'urbanisme, elle intervient notamment en matière de connaissance du patrimoine arboré, et on a eu une évolution progressive de la connaissance et des outils mobilisés pour suivre ce patrimoine arboré en ville. Depuis les relevés de terrain à l'origine des travaux, puis en passage version numérique avec notamment le développement et le déploiement des SIG dans les services, mais qui ne concernait souvent que l'espace public, donc on n'avait pas une lecture homogène de la place de l'arbre dans la ville, et puis des travaux plus récents en matière de télédétection et de modélisation, qui nous ont permis d'avoir une lecture homogène. Donc on a commencé dès les années 2013 en collaboration avec des universitaires locaux. Et puis finalement, cette approche est ensuite transmise à des bureaux d'études spécialisés qui sont financés donc, par la collectivité pour produire ces données sur les arbres en ville. Et puis la petite illustration que vous voyez en 3 dimensions, c'est aussi poser la question, quand on prend la question de l'arbre en 2 dimensions, on rate plein de choses, on ne sait pas forcément ce qu'il y a sous l'arbre, est-ce que c'est du goudron, est-ce que c'est de la pleine terre, etc. D'où l'intérêt d'évoluer vers des modèles en 3 dimensions pour prendre en compte la hauteur des différentes strates de végétation. Donc voilà, donc une connaissance qui se développe, qui s'accroît, et puis qui permettent d'insuffler des choses un peu concrètes, un peu sérieuses dans les documents d'urbanisme et les politiques stratégiques. Donc là, je vous ai dit, ça va nourrir notamment la charte de l'arbre en ville, mais également la stratégie de végétalisation. Et donc, vous pouvez voir que ça peut nous permettre, sur les petites slides d'en bas, également de faire des travaux sur la question de la propriété de cette canopée. Frédéric a évoqué tout à l'heure les signatures avec de nombreux partenaires. Et donc, quand on regarde à l'échelle de la ville de Rennes, on s'aperçoit que 49% du patrimoine végétal, donc la moitié, hein, si on fait simple, est propriétaire de la ville. Donc, c'est au travers de ces grands parcs, ces grands espaces verts notamment, mais également de tous les petits arbres ponctuels qu'on peut avoir sur l'espace public. Que le deuxième plus grand propriétaire, c'est Monsieur Tout-le-Monde, ce sont les privés, et que viennent ensuite les États, les aménageurs publics, les bailleurs sociaux, etc. Donc on peut ainsi lister l'ensemble des interlocuteurs que l'on peut avoir sur la question de l'arbre à l'échelle de la ville de Rennes, et un travail est en cours justement au travers de ces différents acteurs du territoire. Alors, autre outil, autre intérêt du développement de cette connaissance, c'est de pouvoir mettre en place des indicateurs territoriaux de suivi de cette canopée et de son évolution. Donc là, vous avez quelques principaux résultats qui sont présentés. Donc ça figure dans le Barométropole. C'est un petit outil qui recense l'ensemble des chiffres clés de la métropole rennaise qu'on a mis en ligne récemment. Donc tout un chacun peut y accéder et qui va reprendre tous les chiffres clés du territoire, donc économie, habitat, etc., et notamment les indicateurs environnementaux. Et donc, le territoire pourra avoir une vision de sa situation actuelle, de là où il en est, comment il progresse, mais également, cette déclinaison peut se faire jusqu'à l'échelle communale, et donc chaque commune peut se saisir de l'outil pour connaître son patrimoine arboré et voir où elle en est, est-ce qu'elle a des marges de progrès, est-ce qu'elle a des choses spécifiques à faire en matière d'action sur son patrimoine arboré. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'apporter de la connaissance utile, de l'aide à la décision pour le territoire. Alors, on réalise également d'autres approches un peu plus spécifiques. Je vous en ai présenté 3 rapidement sur cette diapositive. L'idée, c'est de pouvoir avoir des indicateurs de suivi, d'évaluation des actions conduites sur le patrimoine arboré. Par exemple, c'est le suivi dans le temps, c'est-à-dire pour montrer un petit peu et faire de la pédagogie auprès des habitants que l'arbre, ce n'est pas un mobilier urbain, c'est quelque chose qui vit dans le temps, qui a besoin d'être entretenu, parfois coupé pour permettre à d'autres sujets de se développer. Donc c'est d'accompagner la dynamique et le discours autour de l'arbre en ville. Donc là, on est sur une des places un peu emblématiques de Rennes, la place de Bretagne. Et donc, on a conduit ce travail-là pour voir comment évoluait finalement. Donc, ce sont des platanes qui ont été plantés et suivis dans le temps.
et pour voir comment évoluait finalement cette canopée. Donc je ne fais pas le parallèle plus longuement ici, mais il y a aussi un lien direct à la production de biomasse, au stockage CO2 sur nos territoires. C'est un enjeu évident en matière d'atténuation par rapport au changement climatique. La partie qui nous intéresse aujourd'hui est plus l'adaptation au changement climatique, et donc l'arbre va pouvoir procurer une ombre sur cette place, et on a constaté des différences de température de plus de 12 degrés sous la canopée de ces arbres-là au moment d'épisodes intenses en matière de chaleur urbaine. La petite illustration qui est sur la droite, c'est pour montrer tout le lien qui existe au climat urbain. Catherine en a parlé tout à l'heure en introduction. Et donc, on a la chance à Rennes d'avoir des stations de mesure en microclimat urbain très riches. On est probablement une des villes les plus instrumentées sur cette question-là, avec un laboratoire très investi, le LETG Rennes. Et donc, on travaille cette question de la température en ville et de la réactivité des tissus urbains en fonction de présence de végétaux, pas de végétaux, etc., à cet îlot de chaleur urbain, et on voit comment améliorer les stratégies de végétalisation pour répondre aux enjeux de l'îlot de chaleur urbain. Dernier élément que je voulais vous présenter, c'est l'approche sensible. C'est-à-dire, on a beau avoir nos cartes en tant que technicien en 2 dimensions, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, où on va avoir nos pourcentages, voilà. C'est la question de ce que peut ressentir l'habitant, l'usager, la personne qui va traverser la ville. Et pour ce faire, on a déployé avec une société privée une approche du ressenti par l'usager. Donc ça se base assez basiquement, hein, ça a été développé au MIT, cette technologie. Et donc c'est de prendre l'image Google avec ses différentes vues. Il y a un algorithme qui travaille et qui ressent la part de végétal que ressentirait un promeneur ou un automobiliste, et qui retraduit ça derrière en perception de verdure et de canopée à l'échelle de chaque rue. Donc voilà quelques exemples brossés rapidement. Et puis je vais passer à la deuxième partie qui nous intéresse en matière d'adaptation de la ville à ces questions de chaleur urbaine. C'est la partie qui va concerner le Deep Pave, et là on va toucher plus les approches en lien d'abord avec la gestion de l'eau, même s'il y a un lien évident avec les arbres. Ce projet Deep Pave, c'est une réflexion qui est engagée depuis plusieurs années, hein. On a commencé à avoir les prémices de ces choses-là dans nos travaux sur la nature en ville, sur l'insertion dans le projet urbain Rennes 2030, sur tous les travaux qu'on a pu conduire en matière de réflexion sur la renaturation du territoire. Ça part d'un constat assez simple, hein, la petite carte l'illustre bien, c'est-à-dire qu'à l'échelle de Rennes, donc on pourrait prendre différentes échelles de territoire, mais là je vous parle de la ville de Rennes, il y a à peu près la moitié des espaces qui sont encore naturels et agricoles, y compris dans l'urbain. Et on a à peu près l'autre moitié qui est artificialisée, urbanisée. Alors, je mets un petit bémol parce qu'il y a des grandes questions sémiologiques qui se posent entre urbanisé, artificialisé, imperméabilisé. Vous n'êtes pas sans savoir que ça suscite des débats au niveau national avec le ZAN en ce moment, le zéro artificialisation nette. Je vais y revenir très rapidement tout à l'heure. Mais voilà, donc on s'était bien rendu compte qu'il y avait un sujet sur cette proportion d'une tache grise qu'on représente. Hein, les urbanistes représentent la ville comme une tache grise. Elle n'est pas grise, elle a de la nature qui est présente en son sein. Dans quelle proportion, comment la suivre? Donc ça, on travaillait déjà ces questions-là. Et maintenant, on s'est aperçu qu'il allait falloir probablement affiner la question de la connaissance de la perméabilité. C'est-à-dire comment l'eau fonctionne dans tout ce système urbain. Et c'est une connaissance à l'échelle de la ville, hein, par rapport à la gestion de l'eau, donc en matière de petits cycles et grands cycles de l'eau, mais également de compréhension de dynamique à l'œuvre en matière d'imperméabilisation, des impacts qu'on peut avoir sur les aménagements au cours, et la notion de matériaux perméables, puisque à titre d'exemple, on pourra peut-être en rediscuter, mais c'est pas parce qu'on a un enrobé goudronné qui permet la circulation des véhicules, et même parfois des véhicules assez lourds, que ce matériau ne peut pas être drainant et avoir un rôle pour la redistribution de l'eau dans le milieu naturel. C'est pas forcément un matériau où l'eau va ruisseler. Donc une des questions qui nous occupait alors, c'était de se donner les outils pour activer cette désimperméabilisation à l'échelle de la ville. Produire des outils de connaissance, c'est sûr, c'est intéressant, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Alors,
Je vais vous préciser juste que ça, c'est côté agence et que la ville et la métropole conduisent beaucoup d'autres travaux sur ces questions-là. Mais voilà un petit peu, nous, ce qui nous avait, en tant qu'agence d'urbanisme, questionné. Et on a pris l'inspiration notamment des grandes actions nord-américaines sur le sujet. Je vous en présenterai tout en fin de présentation quelques exemples, mais c'était l'idée de se dire voilà comment fonctionnent d'autres territoires, dans d'autres législations, dans d'autres contextes, pour répondre à ces mêmes questions et finalement quelle peut être aussi la part de l'habitant dans cette reconquête de la nature en ville. Alors, je vous passe très rapidement, mais il y a un lien très très évident au microclimat urbain, à la gestion de l'eau et à l'adaptation au changement climatique dans toute cette démarche. Alors, très rapidement, vous présenter un peu de quoi on part quand on mène cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de l'imperméabilisation contre toutes les actions de perméabilisation qui peuvent être conduites, et donc c'est de voir quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Donc une évolution finalement de l'emprise imperméable dans le temps, ça c'est comment chronologiquement finalement le bitume, on va dire, a gagné sur les espaces agro-naturels, donc c'est l'état un peu rétrospectif des choses. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'œuvre sur le territoire? Alors très rapidement, un petit contexte, on ne travaille pas hors sol et on est bien entendu en lien avec de nombreuses politiques, de nombreuses stratégies. Donc j'en ai cité quelques-unes, on pourrait en déployer d'autres et voilà, on pourra en discuter. Mais il faut savoir qu'on travaille dans le contexte du zéro artificialisation net qui promeut un arrêt de l'étalement urbain, ce qui a comme corollaire un besoin de densification des villes, mais dans le même temps qui insiste sur ne pas imperméabiliser plus. Donc toute la question de la renaturation est posée au travers du ZAN, en sachant par ailleurs qu'il faut voir comment va se développer cette politique-là, mais que ça pourrait être un des leviers justement pour ramener de la nature en ville, c'est-à-dire dans l'imaginaire de mesures compensatoires en lien avec le ZAN, ça pourrait être des leviers financiers pour remettre de la nature en ville. Alors ensuite, il y a évidemment les PCAET, les territoires sont quasiment tous dotés aujourd'hui, et qui vont travailler toute cette question de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Et sur notre PCAET local, évidemment, un des rôles attribués à la végétation en ville et à l'eau en ville est pointé du doigt et conduit à un axe de travail spécifique. Le plan local d'urbanisme, j'y reviens pas, je vous l'ai présenté rapidement tout à l'heure sur la partie végétation et arbres. Juste pour vous dire qu'il y a la gestion de l'eau qui est également prise en compte dans ce PLUI, avec la volonté de gérer l'eau à la parcelle et des secteurs d'infiltration en fonction de la localisation sur le territoire. Tout ça pour vous dire que l'ensemble de ces grandes politiques, de ce grand corpus réglementaire, oriente aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, oriente aujourd'hui vers les solutions fondées sur la nature pour déployer, re-questionner, retravailler le tissu urbain. Alors, vous voyez rapidement sur les photos, donc la belle photo en noir et blanc, c'était Rennes dans les années 50, encore bordée très très largement de grands territoires agro-naturels, c'était une petite ville. La ville s'est étendue dans le temps, et vous avez la petite vignette en bas, et qui vous montre bien qu'on a encore dans ce tissu urbain de grandes zones d'emprise verte. Donc là, vous avez le Tabor, c'est 10 hectares en plein cœur de ville. On pourrait citer les prairies Saint-Martin, 30 hectares, qui sont un véritable îlot de fraîcheur urbain. Donc voilà un petit peu, ça c'est la structuration de la ville, c'est le stock sur lequel on doit travailler. Et puis en matière de flux, il y a deux flux qui s'opèrent aujourd'hui sur notre territoire, mais j'imagine un petit peu sur tous les territoires de la même manière. C'est le premier flux de volonté de désimperméabilisation ou d'intégrer toutes ces questions fondées sur la gestion de l'eau, sur l'emploi de moins de matériaux perméables, etc., à l'échelle des aménagements, mais qui vient rencontrer alors ça c'est souvent quand c'est maîtrisé, on va dire, par la puissance publique, mais qui vient rencontrer des intérêts privés ou des actions privées qui ne sont pas forcément toujours en cohérence. La petite photo que vous voyez en bas, c'est un parking qui, il y a 6 mois, était encore drainant, composé de gravier, cailloux, etc., et qui voilà, a été bitumé, donc sûrement à la demande de la copropriété. Donc vous voyez bien qu'on a, à l'échelle de la ville, ces deux phénomènes un peu contradictoires qui s'expriment, et un de nos objectifs, c'est de pouvoir suivre les dynamiques et donc de pouvoir quantifier ce qui se fait en matière de perméabilisation, mais également dans le même temps ce qui se fait en matière de désimperméabilisation.
Alors, très rapidement, le projet d'e-Pave est né dans ce contexte-là, venant en appui à deux grandes politiques qui sont portées l'une par la ville, donc la stratégie de végétalisation, on en a parlé, et l'autre par la métropole, la stratégie eau pluviale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les principes, c'est de la déconnexion des réseaux, c'est de l'infiltration à la parcelle. Voilà, bon, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus connues et qui sont en train d'être mises en œuvre sur le territoire de la métropole rennaise par les services. Et donc, le projet d'e-Pave vient en appui de ces deux stratégies. C'est un peu un groupe de travail et de réflexion pour rendre la ville perméable. Donc, il se structure autour de trois axes principaux. Le premier axe, c'est un axe de connaissance et de mise en œuvre de la désimperméabilisation sur la ville de Rennes. Donc là, c'est un travail avec les services. L'objectif est de capitaliser et de transmettre les bonnes pratiques. Les services font déjà plein de choses. Parfois, il y a juste besoin de connaître, de faire connaître. Parfois, on peut peut-être réfléchir à aller un petit peu plus loin. Donc, dans le cadre d'ateliers, on va réfléchir ces questions-là. C'est lancé et ces ateliers vont se dérouler très prochainement. Il y a également, donc, sur la partie qui est plus connaissance, tout un travail de recherche-développement, notamment avec les laboratoires universitaires locaux. Et là, c'est toute la question de l'approche des matériaux en ville, jusqu'où on peut aller en matière de télédétection, quelles sont les autres approches dont on peut disposer. Et l'objectif, c'est d'avoir un suivi de la dynamique de l'imperméabilisation et des matériaux en ville grâce à l'ensemble de ces approches-là. Le troisième axe qui n'est pas encore activé, qui reste à activer, c'est toute la question de la participation citoyenne des acteurs privés. Alors quand j'entends acteurs privés, hein, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que ce sont vraiment les citoyens, les habitants ou leur regroupement au travers d'associations, mais c'est également les copropriétés. Je vous ai montré l'exemple de la cour tout à l'heure bitumée, et également tous les espaces aujourd'hui dédiés aux activités où probablement on a une action importante à mener, notamment en matière de parking, etc. Très rapidement, donc les objectifs, c'était d'enrichir le processus de demain, c'est-à-dire on fait déjà des choses, mais comment on peut faire mieux demain? C'est de tester l'approche opérationnelle au travers du prisme de quelques projets. Donc là, on va travailler, je vais vous présenter ça juste après, mais sur des projets concrets. C'est d'évaluer à l'échelle du territoire les actions visant à perméabiliser. J'y reviens pas, c'est tout le travail de connaissance qu'on est en train de mener. Et puis, c'est également le lien aux habitants, associations, acteurs du territoire, ce qui reste à activer probablement au courant année 2021. Alors, suivre et évaluer, l'idée, c'est d'avoir des bilans de perméabilité par projet. Donc, un bilan avant-après, hein, si on fait si on dit très simplement les choses, qui va regarder principalement donc, les surfaces végétalisées, les surfaces qui sont perméables et les surfaces qui sont déconnectées. Et donc, on va regarder au travers du filtre d'un espace public, d'une cour d'école et d'une voirie, finalement, comment aujourd'hui ces actions en matière de désimperméabilisation se traduisent, comment on peut essayer de pousser peut-être un peu plus loin les curseurs. Donc, c'est tout ce qui va nous occuper là en début d'année 2021. Et en matière de perméabilité du territoire, donc c'est le travail de R&D qui se poursuit avec un atelier spécifique dédié, piloté par l'Audiard et le laboratoire universitaire. Donc le petit schéma là vous présente rapidement comment on est organisé. Donc côté métropole, il y a un petit conseil eau et paysage qui les indicateurs et des travaux qu'ils mènent déjà dans les services. Et puis on déploie le groupe technique d'e-Pave autour d'ateliers. Donc sur un espace public, une cour d'école, une voirie, je l'ai déjà dit, sur les matériaux de la ville et également sur des questions de partage de pratiques et d'échange de bons procédés. Le premier atelier d'interconnaissance se fera sur la question du processus des opérations d'aménagement en lien avec l'eau, c'est-à-dire quels sont les meilleurs moments pour intervenir pour ne pas rater de choses, pour ne pas revenir sur le projet en nous disant c'est trop tard, aurait fallu le dire avant par exemple, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui est lancé. Et donc on va essayer d'identifier l'ensemble des freins et des leviers à cette désimperméabilisation de la ville. Alors sur la cartographie des surfaces imperméables, je vous passe également rapidement, mais on pourra y revenir. Hein. Donc on travaille avec des universitaires sur cette question-là. Il y a tout un travail très technique de télédétection, donc de travail sur le signal
pour identifier les matériaux dans la ville. Donc d'abord, c'est un nettoyage de l'image, et ensuite, il faut savoir que l'information qui va être retournée peut être faussée. Je vous prends un exemple tout bête pour que vous compreniez bien le sujet. On a un goudron, s'il y a eu de la poussière, s'il y a eu des travaux, de la boue sur le goudron, etc., le satellite va nous renvoyer, ou l'image l'ortho va nous renvoyer l'image de la boue et pas l'image de la surface qui est juste en dessous, qui est le goudron. Et donc, on va pousser au maximum ce qu'on est en capacité de détecter au travers de ces outils de télédétection, mais à terme, pour aboutir à une base finalisée des matériaux de la ville, on sera bien entendu obligé probablement de croiser avec d'autres sources de données exogènes et donc de créer une vraie base de données enrichie. Ça donne quand même des résultats déjà qui sont intéressants et qui nous permettent d'affiner les choses donc à l'échelle de la lecture territoriale, quartier par quartier, iris par iris, pour finalement ce qu'on avait déjà fait en matière de nature en ville, et on avait déjà qualifié ces espaces, ces territoires sur la partie naturelle. On est en train de faire l'équivalent sur la partie minérale pour voir la composition exacte de ces entités géographiques. Alors, je vais terminer la présentation et puis après, je serai ouvert à toute question ou interrogation que vous pouvez avoir sur un exemple qui est dans les cas de figure et les ateliers qu'on va apprendre. Donc, l'exemple de cours d'école. Vous avez sur la partie gauche de votre écran un groupe scolaire qui a déjà été réalisé. Donc là, les services étaient en amont du DPAVE. En gros, la ville intervient sur 2 à 3 groupes scolaires par an. Pour les désimperméabiliser, un peu à l'instar de ce qui se fait dans beaucoup d'autres villes. On parle souvent des oasis urbains à Paris, etc. Voilà, bon, c'est aussi à l'œuvre à Rennes. Et ce groupe scolaire IL, vous voyez l'étape avant, donc une cour toute goudronnée, quelques sablés, voilà. Et l'étape après, et donc sur le après, on est en 100% perméable. C'est-à-dire que vous avez effectivement toutes les zones qui ont été désimperméabilisées, que vous pouvez voir, qui ont été plantées en pelouse, etc. Mais même pour les matériaux, les revêtements, ce sont des matériaux perméables qui ont été utilisés, avec la volonté d'utiliser un matériau clair, justement pour ce confort d'été. C'est-à-dire que les surfaces noires ont tendance plus à capter et redistribuer la chaleur et participer à l'îlot de chaleur urbain. Donc la volonté est d'être allé sur des matériaux clairs et perméables, et donc vous avez un résultat avant-après, donc une perméabilisation sur l'ensemble d'un groupe scolaire. Sur la partie droite, c'est les 3 groupes scolaires qui sont en discussion pour les travaux 2021 dans le cadre du DPAVE, en sachant que de toute façon, au moins 3 groupes scolaires seront désimperméabilisés au cours de l'année 2021 par la ville et ses services. Et alors, juste en amont d'une petite conclusion rapide, quelques exemples qui nous avaient inspirés initialement. Donc on ne partait pas de rien sur Rennes, on avait des expériences avec embellissons nos rues, embellissons nos murs. Même si l'objectif initial n'était pas tout à fait le même que celui qu'on poursuit aujourd'hui, ça rejoint les mêmes objectifs. Et donc l'idée, c'était de permettre aux habitants de pouvoir découper une petite bande de bitume pour pouvoir y insérer de la végétation au pied de chez eux. Et sous l'angle d'une convention, c'était eux qui devenaient gestionnaires de cette petite partie. Cette opération s'est amplifiée avec Embellissons nos rues, permettant d'investir un peu plus largement l'espace public. Et probablement qu'on trouvera des déclinaisons un peu plus loin maintenant. Les exemples extérieurs qui nous avaient inspirés, c'est bien évidemment l'association DPAVE aux États-Unis, qui propose à des groupes de citoyens, à des structures, de désimperméabiliser. Donc, ils les accompagnent sur le principe d'études techniques de faisabilité. Ils les accompagnent en leur mettant du matériel à disposition. Et ensuite, ce sont les habitants ou les employés d'une structure ou autre qui font eux-mêmes cette opération de désimperméabilisation et qui conçoivent l'espace qui vient derrière. Autre exemple, les amis de la forêt à San Francisco. Donc là, on rejoint la question de l'arbre initial. La ville avait fait un petit peu de prospective et s'est aperçu qu'au rythme où ils étaient partis, il n'y aurait plus un arbre dans la ville à horizon court-moyen terme. Et donc, ils ont facilité la possibilité pour les habitants de pouvoir planter eux-mêmes dans leur rue. Et donc là, c'est les habitants qui vont acheter les arbres. Parfois, la municipalité les aide et envoie les factures si besoin. Et donc, il y a un échange de bons procédés entre la ville et les habitants. Autre exemple, je pense que vous connaissez tous à peu près, c'est ce que fait le Centre d'écologie urbaine de Montréal, qui fait vraiment des très belles réalisations et qui traite cette question de l'espace public, de la rue
et de la rue dans un contexte de réchauffement climatique et de végétalisation. Donc voilà un petit peu les grandes sources d'inspiration qu'on avait pu avoir au lancement. Je passe les expériences nationales qui nous ont également inspirés, et je fais un petit clin d'œil à Frédéric, évidemment que le plan Canopée de Lyon est suivi de très très près par les autres villes. Dernière petite... Pardon, faut que je coupe, c'est ça. Est-ce qu'on peut venir aux questions? Je suis désolée. Hein, voilà, c'est vraiment intéressant. C'est ma conclusion. C'était juste une image juste derrière la gare de Rennes pour vous montrer qu'on est en plein centre-ville et que finalement, même dans des contextes très très urbains, on peut trouver une place pour la nature en ville sous différentes formes que ce soit. J'ai terminé. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. J'ai une première question. Vous avez instrumentalisé pour savoir les températures avant et après les travaux? Alors, ça, c'est une excellente question et c'est quelque chose qui est encore... Alors, pour certaines parties, oui, ça a été instrumentalisé avec des petites sondes, etc. Des gens sont allés vérifier sur site. Par contre, toute la question de l'instrumentalisation à plus long terme, notamment donc, sur la température, mais aussi sur la gestion de l'eau, est en cours. On a quelques opérations pilotes qui vont être équipées, notamment dans le cadre de financement avec l'Agence de l'eau. En revanche, on a été débouté d'autres appels à projets sur lesquels on avait répondu, notamment un projet LIFE où on voulait traiter toute la question de l'arbre et instrumentaliser tout ça dans les années à venir. Il semblerait qu'on ne passe pas par ce financement-là, mais que la question demeure et on cherche les solutions pour activer les suites sur ce sujet-là. Donc le principe de l'instrumentalisation est évidemment quelque chose de très important pour documenter, pour aider à comprendre, pour montrer, pour donner à voir. Okay. J'ai plusieurs questions dans le chat. Alors, les premières deux, c'est sur le Conseil local de la biodiversité. Qui constitue ce conseil et comment ça fonctionne? Alors, le Conseil local de la biodiversité de Rennes, en fait, c'est une instance, comment dire, qui n'a pas d'existence légale au sens classique du terme, etc. Elle est composée de 3 collèges. Un premier collège qui est celui des collectivités, donc, où sont représentées bien évidemment la ville. L'Audiard intervient également au titre du collège des collectivités. On est AMO par ailleurs du projet. Et puis différents services qui peuvent être l'État, qui peuvent être... Voilà. Donc ça, c'est le collège des collectivités. On a un collège universitaire. Donc là, c'est le regroupement de l'ensemble des universités du territoire. Et d'ailleurs, ce CLB est coprésidé par un membre du collège des collectivités aujourd'hui, qui était l'élu référent à la biodiversité de la ville. Donc ça se poursuit pour l'instant. On va réinstaller, suite aux élections, le nouveau conseil. Et au côté universitaire, donc on avait Françoise Burel qui fédérait les universités. Donc c'est quelqu'un d'assez connu, un médaille d'argent du CNRS et qui travaillait beaucoup toutes ces questions d'écologie du paysage, donc qui est la coprésidente du CLB. Et dernier collège, c'est le collège citoyen associatif, et là on va y retrouver la plupart des associations qui travaillent les questions autour de la biodiversité, mais pas que, puisque la MCE, donc qui regroupe des associations de consommateurs ou d'autres types d'associations, est également associée. L'idée est vraiment d'avoir une représentation citoyenne au travers de ce conseil local de la biodiversité. Donc on a eu une première phase, il est né en 2016, ce conseil local de la biodiversité, donc on a eu une première phase de travail en commun, et là on va activer, je pense, une deuxième phase, un peu le relancement avec les nouvelles équipes, etc., de ce conseil local de la biodiversité. Donc il a pour vocation de suivre tout ce qui peut se faire un petit peu en matière de biodiversité à l'échelle de la ville, et pouvoir donner un avis qui n'est que consultatif pour le moment, mais donner un avis sur les projets, l'idée étant d'intervenir le plus en amont possible pour pouvoir travailler en bonne intelligence avec ceux qui déploient le projet et l'agrémenter de questions biodiversité. 2 axes principaux, un axe, on va dire, communication, donc avec l'organisation d'événements sur la biodiversité, etc., à l'échelle du territoire, les 24 heures de la biodiversité pour les citer. Et puis un axe qui est plus capitalisation de connaissances autour d'une réflexion sur, je vous le fais très simple pour que tout le monde comprenne bien, un ABC
un atlas de la biodiversité communale à l'échelle de la ville de Rennes, probablement qui se déploiera à une échelle plus importante, de la métropole certainement dans les années à venir, mais au travers d'un SI, système d'information, qui recoupe l'ensemble des informations en matière de biodiversité sur le territoire. Ok, super, merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Par contre, même développé par les MIT, je ne vois pas bien comment un algorithme peut se substituer au ressenti humain. Les sciences sociales proposent des outils moins techno, mais beaucoup plus efficaces, fiables. Pour ce faire, enquête qualitative, pourquoi ne pas faire appel à ces outils-là? C'est vrai, vous avez raison, ça a ses avantages et ses limites, l'outil qu'on a utilisé. Ça donne une représentation, pour moi, qui est complémentaire de toutes les approches sociaux qu'on peut avoir par ailleurs. Le simple fait de ne pas l'avoir fait, c'est qu'on a travaillé dans un temps court, que la question n'était pas posée exactement comme celle-là au moment. C'est une chose, effectivement, qui pourrait être intéressante à déployer à l'avenir pour avoir un ressenti, effectivement, plus fidèle, habitant. Caroline Lair de l'EMS demande: cours d'école, constatez-vous que la végétalisation, déminéralisation participe à dégenrer les cours, à les rendre plus inclusives? Les cours sont-elles accessibles aux habitants en dehors de temps d'école? Alors, pour toute la première partie, oui, il faut savoir que la question du genre, c'est quelque chose qui... Là, je vous ai parlé d'une partie des politiques de la ville, mais il y en a bien d'autres. La question du genre fait évidemment partie des préoccupations. Alors, je ne peux pas vous répondre sur les résultats, puisque les travaux sont tout frais, ça vient d'être fait, etc. Mais c'est un des objectifs qui est poursuivi, effectivement. Pour l'ouverture en dehors des horaires écoles, pour le moment, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais bon, pour la première question, oui, bien évidemment, toutes les autres politiques convergent. Hein. On n'est pas avec des œillères à se dire on travaille que la biodiversité. Et puis voilà, l'idée c'est d'essayer de ne pas être en silo et justement de croiser l'ensemble des enjeux pour avoir le projet le plus abouti possible à terme. Il y a une question sur si vous avez rencontré des soucis avec les services de voirie sur les ouvertures des trottoirs pour la végétalisation. Alors, je vais faire une toute petite, un petit préambule, c'est-à-dire qu'à l'agence d'urbanisme, on intervient souvent en amont ou en accompagnement de politique publique, etc. La question que vous posez, elle s'adresse plus directement aux services qui sont au quotidien à faire ces choses-là. Donc, je ne vais pas pouvoir vous y répondre directement, je suis désolé. Pardon, je suis désolée, je ne l'avais pas vu. Caroline Lair avait dit qu'à Paris, en ce qui concerne l'inclusivité et les cours dégenrés, c'est le cas. Les cours parisiennes seront ouverts progressivement sur la ville à partir de 2021. C'est juste une remarque. Alors, sait-on où passent les canalisations, tuyaux divers sur les trottoirs, car c'est un point de vigilance et les implanter et c'est donner la connaissance aux habitants? Tout à fait. Alors ça c'est une des vraies questions. Hein. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer très rapidement, mais quand on travaille la question sur la végétalisation ou de l'arbre en ville, c'est une vraie question, tous ces réseaux qui circulent dans la ville. Parfois, c'est des opportunités, parfois, c'est des contraintes. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'avoir une bonne connaissance. Alors pour l'instant, on ne va pas dire que c'est porté jusqu'au niveau des habitants, mais effectivement, c'est connu dans les services. Et puis, c'est aussi une question de phasage des opérations. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends un exemple tout bête, on peut avoir une stratégie d'effacement des réseaux. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la canopée sera plus limitée puisqu'on n'aura pas les fils qui passent en hauteur. Mais ça veut dire qu'il faut organiser d'abord l'effacement et ensuite la plantation. Et que parfois, dans la conduite des opérations, etc., malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Et donc, ça peut poser des conséquences à terme d'usage. Donc, c'est bien intégrer l'ensemble des services acteurs dans une vision un peu stratégique globale pour savoir quand on intervient, quels sont les champs d'intervention et que ça n'obère pas les successions d'opérations à venir derrière. C'est un peu le principe de base. Mais évidemment, toute cette question des réseaux est prise en compte et regardée de près. Et on va justement essayer de regarder un petit peu concrètement là où ça peut être un levier, là où ça peut être un frein et quelle temporalité ça donne. Ok, Adine, merci beaucoup de commencer ta présentation.
Bonjour à tous. À Dinector, moi je suis responsable d'un petit département qui travaille sur l'écologie du territoire au sein du service aménagement du territoire et projets urbains à la direction de l'urbanisme qui travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Donc nous avons la chance de pouvoir travailler sur les deux échelles de collectivité, ce qui nous donne l'accès à un certain nombre d'outils, de compétences typiques de chacune des collectivités, communes et intercommunalités. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les présentations d'avant, donc je vais peut-être passer vite sur certaines choses. Donc je vais vous présenter un peu un panel d'action de la collectivité. Alors, est-ce que ça défile là? Oui. Alors, c'est quelques actions choisies. C'est des fois frustrant, je n'ai pas pu forcément tout mettre. Je présente des actions. Ce qui est important, c'est que c'est un panel d'actions réalisé par la collectivité, par des acteurs de la collectivité, voilà, par l'ensemble des services. Ça a été dit un peu dans les deux présentations précédentes, et notamment par Frédéric. C'est vraiment une action transversale quand on veut travailler sur la question de l'adaptation du territoire au réchauffement climatique. C'est vraiment un jeu d'acteurs et un travail de tous. Là, je vous ai affiché à l'écran, c'est une cartographie de l'îlot de chaleur urbain qui a été réalisée par Natalia Phillips, qui est en TESIFRE dans la collectivité. Je ne vais pas présenter ses travaux, ça pourra faire l'objet d'une présentation ultérieure. Elle arrivera au bout de sa thèse en 2022, thèse qui a pour thème l'étude du rôle de la végétation et de la morphologie urbaine dans la lutte contre les îlots de chaleur. Donc c'est un sujet qui colle complètement avec la présentation d'aujourd'hui, mais il faudra encore un petit peu attendre pour avoir ces résultats. Là, sa cartographie, je l'ai affichée parce que je souhaitais présenter un peu la spatialisation des actions sur le territoire. On parle beaucoup du milieu urbain, c'est sûr. On a la chance sur le territoire d'avoir encore de très beaux espaces naturels qui sont de vrais îlots de fraîcheur. On va beaucoup parler du milieu urbain, c'est des choses dont on a déjà parlé avant, mais même au sein du milieu urbain, on observe qu'on a des différences en termes d'îlots de chaleur entre une ville urbaine historique, une ville historique dense et des quartiers périphériques qui peuvent être plus frais. C'est peut-être moins le sujet, mais les zones agricoles ne sont pas à mettre de côté non plus. On peut avoir de réelles différences de température entre des zones agricoles d'agriculture intensive et des zones agricoles qui sont plus variées avec des plantations en plus des cultures. Et là, sur cette cartographie, on voit vraiment les services rendus par la végétation. La carte, elle parle d'elle-même. Le rôle des forêts. On a la chance d'avoir 3 réserves naturelles nationales aux portes de la ville qui sont des vrais poumons d'air frais, des vrais îlots de fraîcheur pour tous les habitants voilà, au plus près de la ville. À une plus petite échelle, les grands parcs de la ville, les grands parcs de plus de 5000 m², même à cette échelle, on le voit, ce sont des îlots de fraîcheur. Alors, on n'est pas sur les îlots de fraîcheur comme les grands massifs forestiers, mais pour autant, ils représentent de vrais espaces frais pour les habitants. Et bien sûr, donc, il y avait le volet végétation et le volet eau. On a la chance d'avoir un territoire qui est très en lien avec l'eau. On a bien sûr le Rhin, mais au-delà du Rhin, un certain nombre de gravières, plans d'eau et de cours d'eau qui traversent tout le territoire et qui viennent et qui amènent de la fraîcheur jusqu'au plus près du centre-ville. Le sujet a été également introduit par les 2 présentateurs précédents, donc le lien avec le plan climat, air, énergie territoriale. Donc notre PCAET a été adopté l'année dernière et on a un premier axe 1, un territoire désirable qui allie bien-être, résilience et adaptation au changement climatique. Et donc sur ce volet adaptation, on a vraiment une action très forte qui consiste à s'adapter à la chaleur et à renforcer la place du végétal et de l'eau pour s'adapter au réchauffement climatique. Sur le volet eau, nous travaillons sur la question de la gestion des eaux pluviales. Nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup d'acteurs qui souhaitaient faire mieux sur la gestion des eaux pluviales à l'échelle de leur projet et qui ne savaient pas forcément comment faire. Pour le coup, nous avons travaillé dans le cadre d'une démarche partenariale qui a mis autour de la table, donc c'est la démarche du pacte, qui a mis autour de la table autant des aménageurs, les bailleurs sociaux, différents services de la collectivité et des associations. Et nous avons travaillé sur l'élaboration d'un guide qui permet d'accompagner les porteurs de projets sur une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales. Donc on a essayé de faire quelque chose d'assez didactique, assez visuel. La carte représente en fait les contraintes liées à l'infiltration. Nous sommes un territoire, je vous disais, qui est très lié à l'eau avec une nappe affleurante
qui des fois est situé à peine 1 mètre ou 2 mètres de la surface du sol, donc on ne peut pas forcément infiltrer partout et de la même façon partout. Et nous sommes arrivés sur un certain nombre de fiches assez techniques qui vont jusqu'à décrire, voilà, par exemple, un ouvrage de gestion des eaux alternative de gestion des eaux pluviales, avec voilà, des petites icônes pour essayer d'inciter à avoir plus de nœuds et d'espace qui lient la végétation et la gestion des eaux pluviales pour avoir de l'eau pour nos arbres et des espaces qui soient plus, qui constituent de vrais îlots de fraîcheur. Il y avait le volet eau, donc il y a le volet végétation bien sûr. Donc la question de la canopée, alors nous avons aussi à Strasbourg un plan canopée qui a été voté. Alors on est un peu plus en retard par rapport à ce qui a été présenté sur Lyon. Notre plan canopée a été adopté cet été. Sylvain Leroux, qui était pilote de cette démarche, a rejoint la ville de Lille. Il est connecté aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions précises, il pourra même être plus à même de vous répondre. Donc nous avons aussi identifié notre surface de canopée à l'échelle de notre territoire. Alors aujourd'hui, c'est un plan canopée qui est voté à l'échelle de la ville. On souhaite bien sûr derrière le travailler à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, la surface de canopée sur la ville de Strasbourg est de 26%. Donc elle a été identifiée avec les mêmes techniques qui ont été décrites juste avant par Frédéric. Donc là, on a un objectif à horizon 2050 d'atteindre les 30% de surface de canopée. Donc ça fait une augmentation de 4% à l'échelle du banc communal de Strasbourg, ce qui n'est pas beaucoup en soi, mais qui n'est pas neutre quand on exclut les forêts périurbaines, donc que je vous ai montré sur la carte, les réserves naturelles aux portes de la ville. En fait, on n'a plus qu'une surface de canopée de 15% dans le milieu urbain, et c'est sur ces espaces-là qu'il va falloir densifier la végétation. À l'échelle de l'Eurométropole, ça va être une autre affaire. Si on veut atteindre également les 30% de surface de canopée, aujourd'hui nous sommes qu'à 20%, et si on voulait atteindre les 30%, il va falloir créer 3000, il va falloir planter 3000 hectares de surface arborée. Quand on voit la surface qui est représentée et le nombre d'arbres, on se rend bien compte effectivement que l'on ne peut pas faire cela tout seul, on ne peut pas faire cela que sur les espaces publics, ça a été également dit précédemment. On a une grande partie du patrimoine arboré qui est porté sur l'espace privé et des espaces aussi qui sont plantables sur l'espace privé. Donc, ma présentation va principalement vous tourner autour du réseau des acteurs sur lesquels on va se reposer pour ces plantations à venir. Donc Strasbourg, ça pousse. Je pense que c'est une démarche que la plupart d'entre vous connaissent. C'est une démarche qui a été lancée, initiée en 2017. Donc c'est avant tout un site internet qui centralise en fait tous les documents de communication en lien avec le jardinage, la biodiversité du territoire, mais c'est aussi une entrée unique pour tous les habitants qui souhaitent jardiner ou participer globalement à l'amélioration de la biodiversité et de la végétalisation de notre territoire. Donc c'est une démarche qui s'applique pour l'espace public. Si effectivement les habitants souhaitent végétaliser leur espace privé, nous avons souvent des demandes. Pour l'instant, effectivement, nous leur disons qu'ils peuvent le faire voilà, librement comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas besoin pour ça de la collectivité. C'est un site qui fonctionne avec des entrées par bouton. Donc vous avez la première ligne, c'était les démarches de villes nourricières historiques de Strasbourg, les jardins familiaux, les jardins partagés, les potagers urbains collectifs. Donc Strasbourg qui compte aujourd'hui plus de 5000 parcelles de jardins familiaux. La démarche Strasbourg ça pousse est venue renforcer ces démarches de jardins nourriciers avec des propositions de plantation de pieds d'arbres, de trottoirs ou de façades. Et les nouveautés, donc les nouvelles catégories qui sont venues s'ajouter, une catégorie, donc une entrée, planter un arbre, donc une suggestion de lieu pour un nouvel arbre, dites-nous où. Et vous voyez en grisé, on a encore un bouton école qui est en cours aussi de préparation pour pouvoir avoir également des demandes pour voilà, renforcer la déminéralisation et les végétalisations dans les cours d'école. Pour le bouton planter un arbre, effectivement, ça a été également dit précédemment, ce que nous proposons, c'est que les habitants nous identifient des sites qu'ils verraient bien planter. Après, derrière, effectivement, la collectivité va analyser ces demandes au regard des différentes contraintes sur l'espace public, la contrainte des réseaux, la contrainte des distances minimum pour les déplacements, pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.
Derrière, une fois que cette étude de faisabilité a été faite et que si le site proposé est plantable, effectivement, une réponse favorable est apportée au porteur du projet et la plantation est réalisée par les services de la collectivité. Il y a une question de temporalité qui est importante. Les gens font des demandes et s'attendent à ce que les choses soient faites dès le lendemain. Donc, je l'ai dit, pour la question de la plantation des arbres, il y a toute une analyse, une faisabilité technique qui est à faire. Et au-delà de ça, il y a une saisonnalité pour planter les arbres. Donc, il faut réussir à faire attendre les habitants qui sont souvent impatients dans le cadre de ces démarches. Et les habitants ne peuvent pas planter eux-mêmes les arbres? Alors, les habitants ne peuvent pas planter eux-mêmes les arbres. Autant dans le cadre de la démarche Strasbourg, ça pousse. C'est la collectivité qui aménage les espaces, donc qui déminéralise, qui ouvre donc l'enrobé, par exemple, sur un trottoir, qui déminéralise, qui met des bordures s'il y a lieu d'en mettre, qui met de la bonne, qui travaille le sol pour préparer le sol avec une bonne terre. Et derrière, ce sont les habitants qui plantent. Qui peuvent planter ceux qui veulent ou des fois qui sont accompagnés, comme ça a été le cas dans certaines opérations un peu plus d'ampleur, comme la rue Gustave Doré ici en photo, où il y a eu des plantations également offertes pour les habitants. Pour la question des arbres, c'est plus compliqué. Il y a une question de responsabilité derrière des arbres. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, la collectivité ne souhaite pas que les habitants puissent planter eux-mêmes et entretenir l'arbre. Là, pour l'instant, ce qu'on propose aux habitants, c'est de nous identifier les sites à planter. Merci. Il y a la question du nourricier qui revient aussi souvent. Donc, pour l'instant, de la même façon, quand on est sur l'espace public, le volet nourricier n'est pas autorisé dans le cadre de la démarche Strasbourg, ça pousse quand on est sur les espaces de trottoirs ou pieds d'arbres pour des questions sanitaires. Donc, voici une cartographie des projets existants dans le cadre de la démarche Strasbourg, ça pousse. Donc là, c'est tous les projets qui sont affichés. Donc, on le voit qu'on a un bon maillage à l'échelle de tous les territoires, d'un bon nombre de projets de plus ou moins grande ampleur, suivant les projets, et viendront se rajouter effectivement les périmètres plantés par des arbres. Donc Strasbourg, ça pousse s'adresse aux habitants qui veulent jardiner, s'occuper de l'espace public. Pour aller chercher les propriétaires de grandes surfaces de foncier, les entreprises, les copropriétés, a été mis en place une charte qui s'appelle Charte Tous Unis pour plus de biodiversité, alors qui, comme son nom l'indique, au départ, était vraiment une charte à vocation d'amélioration de la biodiversité. Pour autant, dans cette charte, bien sûr, parmi les différents engagements des signataires, nous avons le volet de désimperméabilisation, plantation de haies et d'arbres et création de mares, donc autant d'éléments qui peuvent permettre aussi à une entreprise du territoire d'améliorer écologiquement ses espaces libres et de contribuer à rafraîchir, à pourquoi pas créer un îlot de fraîcheur autour de son entreprise, espace de respiration pour ses salariés, mais en plus, contribuer à ne pas réchauffer la ville avec des surfaces des fois de parking conséquents. Nous avons un gros travail qui a démarré maintenant il y a 3 ans, suite à des grandes coupes à blanc qui ont été opérées sur des talus dépendance verte et talus SNCF. En fait, nous avons un territoire qui est assez particulier en ce sens qu'il est parcouru par énormément de voies ferrées. On est vraiment au niveau d'un carrefour de voies ferrées, utilisées par la SNCF pour transport de voyageurs, également beaucoup de lignes de transport de fret marchandises et des zones également de stockage. Et la SNCF, comme c'est le cas sur beaucoup de territoires, a ses habitudes de travail et d'intervention qui sont souvent les interventions les plus simples pour eux, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils coupent tout le talus à blanc et ils reviennent dans 10 ans pour de nouveau, entre guillemets, nettoyer ce talus et le remettre aux normes. Donc là, on a engagé un grand travail. Il s'avère que donc, sur le territoire, je vous ai dit, on a un grand maillage de voies ferrées. On a certains quartiers où finalement, les dépendances vertes de la SNCF représentent des fois les derniers espaces végétalisés, des vrais remparts entre la voie ferrée au niveau sonore, visuel et les habitants, mais au-delà de ça, vraiment des espaces qui amènent de la fraîcheur et améliorent le cadre de vie. Donc la SNCF a des contraintes, a des règles de sécurité.
Donc effectivement, ils ont des coupes en fait type avec des cônes de vue notamment et autres, donc que la végétation ne doit pas dépasser pour des questions de sécurité des équipes qui interviennent, de visibilité pour leurs conducteurs également. Les discussions ne sont pas évidentes tous les jours. Ce qui a été acté sur le banc communal de la ville de Strasbourg, c'est de travailler sur une expérimentation. Donc, on a identifié 10 sites pilotes, sites qui sont dans des quartiers très minéraux, donc où les talus ont vraiment un rôle à jouer en termes d'îlots de fraîcheur. Quartiers à proximité d'écoquartiers, où on s'est dit on a une démarche exemplaire au niveau d'écoquartiers, on ne peut pas derrière avoir un talus en limite de cet écoquartier sans prescription écologique. Des quartiers où on avait de fortes remontées des habitants. Donc, on a essayé un peu de croiser tous ces enjeux. On a identifié une dizaine de sites sur lesquels on a lancé des diagnostics écologiques, des diagnostics sanitaires. Et l'idée, c'est d'intervenir à la dentelle sur ces sites. Donc, on essaye, la photo que vous voyez à droite de la coupe, c'est l'application d'un cône de vue justement à 30%. Et en fait, tout ce qui ressort du vert, ce sont les arbres qui dépassent en fait de ce cône et qui normalement, donc réglementairement, doivent être coupés. Donc derrière, c'est voilà une démarche de négociation et discussion avec les services de la SNCF. Les 2 photos que je vous ai mis en bas, c'est un talus qui a été récemment entretenu, avec l'application de la méthode d'essayer de préserver ce qui est possible d'être préservé, qui ne représente pas de risque de chute ni sur l'espace public en contrebas des talus, ni sur les voies ferrées et les trains. Donc, on espère pouvoir bien continuer ce partenariat compliqué, mais plutôt fructueux pour l'instant. Au niveau des autres acteurs, bien sûr, qu'on n'oublie pas, on a les bailleurs, c'est pareil, ils ont été cités par les collègues précédemment. Les bailleurs qu'on accompagne en tant que signataires de la charte Tous Unis pour plus de biodiversité. Nous sommes en train de réviser les contrats d'objectifs qui lient la collectivité à ces bailleurs. Et il y avait en fait une phrase un peu type sur le fait que les bailleurs devaient contribuer à l'amélioration de l'environnement sans préciser. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des indicateurs précis et d'inciter les bailleurs à végétaliser et déminéraliser leurs espaces extérieurs. Et comme ça va être inscrit dans les contrats d'objectifs, ça devient des conditions qui sont suspensives du versement des subventions si jamais elles n'étaient pas mises en œuvre. Et nous avons à ce titre-là aussi avec les bailleurs des démarches exemplaires, une démarche qui s'appelle SPEX 23, donc c'est les 2 visuels que vous avez à l'écran, sur un quartier, sur la commune de Oswald, où il y a eu tout un travail de reprise et de retravail de tout l'aménagement de l'espace libre, de l'espace extérieur, travail sur la domanialité, travail sur la circulation, autant des services publics. Il faut que les éboueurs, la poste, les services publics puissent entrer dans ces quartiers en toute sécurité et manœuvrer facilement. Travailler sur les surfaces de parking qui étaient en général colossales dans ces quartiers-là. On le voit sur la photo en position centrale et sur l'îlot de gauche. Et donc un énorme travail d'identification de ce qui était strictement à préserver ou pas. Et gros travail donc de désimperméabilisation, revégétalisation. Avec un rendu qu'on voit sur le plan de droite, qui est travaillé aussi avec les habitants, avec un guide des usages qui est en cours d'élaboration pour que derrière ces espaces soient aussi bien intégrés et bien fréquentés par les habitants de ces quartiers. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le volet de l'agriculture, mais là c'est pareil, on a un partenariat avec la Chambre d'agriculture et on ne met pas de côté ces espaces agricoles qui certes sont plus particulièrement situés en périphérie de la ville. On a un renouvellement du partenariat avec la Chambre d'agriculture qui est en cours et là il y a vraiment une demande très très forte de nos élus de travailler sur la modernisation du parcellaire pour mieux préserver l'environnement. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'assolement, la diversification, la couverture des sols, promouvoir l'agroforesterie et les haies. Un sol nu en pleine période de canicule à une température de surface qui est équivalente à une zone la plus artificielle en zone d'activité. Donc là où ce même sol couvert chauffe moins. Donc il y a un gros travail aussi à mener sur ces espaces-là pour qu'ils ne constituent pas finalement des îlots de chaleur au port de la ville, mais des vrais espaces de fraîcheur.
On n'oublie pas bien sûr les espaces publics. Alors, ça a été aussi largement présenté par les collègues précédemment. Nous avons aussi des projets de déminéralisation, végétalisation des cours d'école avec des objectifs affichés pour l'instant, à voir si on pourra les tenir, d'agir sur toutes les écoles du banc communal strasbourgeois avant la fin du mandat. Ça représenterait une vingtaine d'écoles par an. Donc les opérations ne seront pas aussi ambitieuses que celle qui est sur la diapositive, mais l'idée c'est vraiment de ne plus avoir aucune cour d'école entièrement en bitume et sans arbres. Nous travaillons aussi pour l'accompagnement des communes pour justement aussi améliorer leurs espaces publics par un certain nombre aussi d'études de cartographie qui sont similaires à ce qui a été présenté par les collègues aussi précédemment. Croisement des données entre les enjeux environnementaux, les îlots de chaleur, la présence, absence de végétation, mais également une grande priorisation avec des critères démocratiques et sociaux où on va demander aux habitants aussi leur ressenti. Les habitants ont des fois des ressentis d'espaces qu'ils considèrent comme des îlots de chaleur qui, dans le cadre de modélisation ou de cartographie à des échelles plus larges, ne ressortent pas, mais qui sont à l'échelle peut-être d'une rue ou d'un quartier, des espaces de vie et qui méritent aussi d'être végétalisés ou rafraîchis. Je vous ai mis en bas à droite, c'est une étude qui vient de sortir de Vissal Selmi, qui a croisé sur une base de mailles iris la végétation et les services écosystémiques rendus sur le territoire et le niveau social de la population. Quand on prend la carte de droite, la carte de synthèse, les zones en rouge, ce sont les zones où on a les populations les plus défavorisées et où on a le plus gros déficit de végétation. Donc pour nous, ça nous donne aussi des aides pour nous indiquer les secteurs prioritaires où agir demain. On essaie d'embarquer le plus grand nombre d'acteurs sur des démarches volontaristes. Ça ne suffit pas forcément. Il faut aussi s'armer d'outils réglementaires. Donc là, c'est pareil, ça a aussi été présenté précédemment. Nous avons un plan local d'urbanisme qui met à disposition un certain nombre d'outils d'identification de la végétation et de sa protection. Et nous voyons d'année en année de plus en plus de communes nous demander en fait de les accompagner pour identifier la végétation sur leur territoire et les aider à mieux la protéger, parce qu'ils voient malheureusement sortir des projets de densification, des projets sur des cœurs d'îlots, des vieux vergers, sur lesquels ils se retrouvent assez démunis face à des promoteurs qui acquièrent les parcelles pour les aménager. Voilà, il me manquait une diapo, elle était avant. Pour cela, en fait, on essaie d'élaborer aussi des techniques d'identification de la végétation. Le constat, c'était qu'on ne protège pas n'importe quelle végétation selon le service que l'on souhaite rendre de la même façon. Donc, on a essayé d'élaborer des scénarios. On a élaboré un scénario écologique où là, on met plus en avant les espaces végétalisés ou naturels nécessaires à une bonne dispersion de la faune et de la flore et un fonctionnement écologique à l'échelle du territoire. Un scénario plus cadre de vie et bien-être, où là, on va peut-être avoir moins de rôle dans le sens écologique pur du terme, mais pour autant, on a aussi besoin de protéger de la végétation en milieu urbain, en ville, dans des quartiers, sur des communes où les espaces sont assez artificialisés, pour avoir des espaces de respiration, des espaces de loisirs et d'usages divers. Et donc le scénario climatique qui est plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, où on a croisé donc les données LIDAR, donc de hauteur d'arbre, en partant du postulat que pour lutter contre le réchauffement climatique, pour s'adapter pour avoir des îlots de fraîcheur, il faut avoir de grands arbres. Donc là, en fait, sur la carte, vous voyez les arbres en orange et en rouge sont les arbres de plus de 20 mètres ou 30 mètres de haut. On a des données de Local Climate Zone qui identifient la morphologie urbaine et qui nous donnent des indications sur les morphologies urbaines qui ont des tendances à être plus ou moins chaudes. Et en croisant toutes ces données, en fait, nous sommes arrivés à des identifications de végétation, d'espaces végétalisés à protéger. Et pour le coup, derrière, nous accompagnons nos collègues de la planification
pour voilà, travailler, donc normalement c'était dans cet ordre-là, avec les outils du PLU pour protéger la végétation sur le territoire. Nous avons une grosse modification du PLU qui est en cours avec une enquête publique qui va être lancée en janvier, qui vient renforcer l'identification de ces espaces végétalisés, qui vient ajouter un coefficient de biotope dans le PLU qu'on avait sur une petite forme, mais pas complètement jusqu'à présent. Je crois que je vais m'arrêter là, si on va avoir un peu de temps pour discuter. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Il y a toute une question. Est-ce que toi, en fait, il y a déjà des réponses dans le chat, mais est-ce que toi, tu as connaissance d'un projet sur Strasbourg sur la végétalisation des toitures? Parce que dans le chat, on a plusieurs endroits, mais sur Strasbourg, est-ce qu'il y a une action là-dessus? Pour le coup, nous sommes pour nous faisons la promotion de la végétalisation des toitures. C'est pour ça que je disais, on a une modification du PLU qui est en cours, qui va imposer demain une végétalisation plus forte du bâti, autant en façade qu'en toiture. Donc avec un coefficient de biotope qui modère les surfaces par rapport à la pleine terre, parce que notre priorité, c'est quand même de prioriser au maximum les espaces végétalisés de pleine terre. Après, dans le milieu urbain, là où on a plus de contraintes, effectivement, on cherche aussi à végétaliser fortement le bâti. Pour le coup, la modification du PLU incite en fait à ce que chacune des toitures plates, sauf secteur où on a des toitures en pente de manière réglementaire, à avoir des usages et à avoir à minima 2 usages. On s'est très vite confronté aux différents enjeux qui pèsent sur les toitures. Donc, pour le coup, nous avons demandé à avoir 2 usages à minima sur les toitures, usage végétalisation, usage énergétique dans les cas de pose photovoltaïque, et usage, on va dire, récréatif, utilisation par les habitants. Donc, on demande à ce qu'il y ait 2 sur ces 3 usages qui soient appliqués sur chacune des toitures plates, des nouveaux projets qui devront sortir une fois la modification appliquée. Il y a une autre question. Comment mettre en place une végétalisation cohérente en attendant que les arbres atteignent une bonne hauteur de protection et d'efficacité pour créer des îlots fraîcheur? Donc c'est vrai que déjà, on essaie de ne pas planter des arbres à trop grande maturité et trop grands. On a des fois des projets qu'on voit sortir et des projets aussi portés par des structures privées avec des plantations d'arbres déjà d'un certain nombre d'années. Ces arbres ne reprennent pas toujours bien. Donc c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu à avoir de la végétation trop petite qui va être trop fragile en milieu urbain, trop difficile à protéger, et une végétation trop âgée qui va avoir du mal à reprendre au niveau de ses racines. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Et on est bien conscient que la végétation plantée dans un premier temps ne va pas rendre les services écosystémiques et les îlots de fraîcheur d'arbres matures. C'est pour ça aussi qu'on essaie de défendre le maintien de la végétation existante dans les projets, plutôt que de faire table rase quand on a des espaces avec des arbres existants. Si ces arbres ont un état sanitaire qui est bon et qui ne sont pas trop contraignants au niveau de la parcelle, effectivement, on incite dans un premier temps à préserver les arbres existants. Et cette dimension, elle est déjà réglementaire dans notre plan local d'urbanisme, où on a une orientation d'aménagement et de programmation trame verte et bleue qui demande à ce que les éléments existants soient préservés au maximum. Et donc, si le projet ne le fait pas, il doit démontrer qu'il ne peut pas faire autrement et essayer effectivement de se rattraper au maximum. Mais la meilleure des techniques, c'est quand on a de la végétation, de la garder. C'est sûr. Mais quand tu attends pour que l'arbre soit plus grand, en cas où tu dois vraiment planter, est-ce que vous utilisez du houblon ou d'autres plantes annuelles en attendant, ou il n'y a pas cette stratégie-là? Du houblon pour protéger le... Non, mais en fait, tu veux en attendant de mettre des annuelles avant que ça pousse lentement. Par exemple, quand tu pousses des grimpants, des choses, tu fais planter des grimpants, des choses comme ça. Je pense que c'était ça derrière la question. Qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à l'arbre est grand? Qu'est-ce qu'on pourrait planter en attendant? Ou faire comme action en attendant? Ça dépend des espaces dont on parle, parce que si on est, j'imagine de l'espace public où on plante des arbres, on ne va pas pouvoir mettre grand-chose d'autre, à part travailler sur le sol et mettre des couvre-sols pour avoir au moins un sol qui soit végétalisé.
Et vert, ça va être plus pour des questions visuelles, cadre de vie, que pour un aspect îlot de fraîcheur dans un premier temps. Après, il faut accepter. Je pense qu'il faut quand même accepter, oui, il faut être patient. Après, la végétation, si elle est plantée dans de bonnes conditions, avec un bon sol, et voilà, adapté au climat, on a quand même des choses qui se développent assez vite. Mais effectivement, il faut accepter que les projets qui sortent les 2-3 premières années, effectivement, ils sont pas comme sur les plans, ils sont pas comme sur les plans et les maquettes qu'on voit des fois voilà. Y aurait-il une vérification de terrain sur le respect des végétalisations de toiture prévues dans les permis de construire? Y a-t-il une vérification des toitures? Alors, sur le respect des végétalisations de toiture prévues dans les permis de construire. Alors effectivement, nous avons la collectivité instruit les permis. Nous avons une police du bâtiment avec un service avec des instructeurs et des contrôleurs qui interviennent sur les sites de permis pour vérifier effectivement la bonne mise en place. C'est pas toujours évident. La question des toitures notamment, c'est pas évident parce que les toitures sont pas forcément accessibles et visibles. Pour le coup, là, la collectivité essaie, je ne sais pas si d'autres le font, de s'équiper de drones, notamment, pour pouvoir avoir un accès à des points potentiellement non visibles du sol pour nos instructeurs, qui permettraient de vérifier effectivement, une fois le projet sorti de terre, la bonne réalisation et la bonne végétalisation comme elle était indiquée dans les plans des toitures. Après, ce que nous ont bien dit nos collègues, c'est que ça ne permet pas ça n'a pas valeur réglementaire, mais ça permet au moins de faire une vérification. Si on constate que la toiture végétalisée n'a pas été mise en place du tout, ou qu'elle n'a pas été plantée comme il fallait, effectivement, derrière, un instructeur peut demander à avoir une visite. Et ça peut aider dans la phase d'instruction, où nos instructeurs sont malheureusement aujourd'hui des fois à court de temps d'intervenir sur tous les projets. Quel est le coût pour réaliser ce type de cartographie à l'échelle métro, ainsi que l'utilisation LIDAR? Alors là, j'ai pas le coût en tête du tout. Donc on a un service de la géomatique qui est très à la pointe sur Strasbourg. Donc qui est très à la pointe des outils cartographiques, qui va chercher aussi des financements européens. Je sais qu'on a eu des financements européens pour un certain nombre de ces données. Sylvain Leroux, qui est en ligne, a peut-être les éléments de réponse, comme il a utilisé la donnée derrière. Mais là, je ne saurais pas vous dire. Par contre, c'est un élément que je peux aller chercher et qu'on peut vous mettre à disposition par la suite. Oui, donc Sylvain Leroux, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. Oui, très bien. Si vous voulez mettre votre caméra, ainsi que Adine, Adine, tu pourrais peut-être couper ta présentation. Oui, je vais faire ça. Et comme ça, on vous voit tous les deux quand vous parlez. Parfait, super. Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, pour ce qui est du coût du LIDAR, c'est quelques dizaines de milliers d'euros de mémoire avec nos collègues de la géomatique, mais c'est vrai qu'il faudrait vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Et après, en fait, c'est beaucoup de temps passé, c'est-à-dire que tous ces traitements de données, et c'est là que, du coup, on avait, pour faire cette partie prospective, on avait embauché quelqu'un spécifiquement, clairement, sur un poste en géomatique, et c'est des heures passées à traiter la donnée. Donc, d'une part, il y a l'acquisition, alors il y a des photos aériennes dont parlait Frédéric Ségur tout à l'heure, il y a cette donnée LIDAR aussi qui a été évoquée. Donc ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de métropoles qui se sont dotées de ces outils-là, mais il y a un coût, clairement. Il y a un coût de réactualisation aussi, parce qu'on avait travaillé avec une des données LIDAR de 2015. 2015-2020, alors déjà, il peut y avoir de l'augmentation de canopée, mais surtout, il peut y avoir aussi un constat de suppression de canopée. Donc, on peut surtout voir un peu l'impact des projets urbains qu'il peut y avoir, je parle en règle générale, sur du patrimoine ancien. Et après, ce qui sera intéressant, c'est à long terme, s'il y a des données qui sont régulièrement mises à jour tous les 5 ans, de pouvoir voir un peu vers quels sont les indicateurs pour justement nos objectifs 2030 et a fortiori 2050. Donc ça permet d'avoir une évolution assez précise de cette canopée. Mais après, c'est vrai que
comme c'était évoqué à nouveau tout à l'heure, il y a un temps retard, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les arbres qui sont plantés aujourd'hui vont faire quelques mètres carrés de surface de canopée. En revanche, voilà, il faut se projeter à 30 ans, hein, c'est l'exercice qu'on faisait à Strasbourg, c'est-à-dire qu'on essayait de modéliser, dans le cadre des projets urbains, ce que pourraient donner des plantations qui seraient faites aujourd'hui, mais 30 ans plus tard. Donc voilà, mais pour ce qui est du coût, pour en revenir à la première question, il faudrait quand même qu'on vérifie pour ne pas vous dire de choses erronées. Merci beaucoup. Que pensez-vous des mesures compensatoires lors de changements d'envergure qui ont une emprise importante sur les espaces naturels ouverts? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement, au nom de la collectivité, je ne vais pas forcément avoir la même réponse. Les mesures compensatoires, c'est voilà, une démarche réglementaire qui a été mise en place. Elle a le mérite d'exister et d'essayer de faire rattraper les impacts. On est tous à peu près conscients, tous ceux qui travaillons sur ces sujets, que l'impact je pense que là on parle l'impact d'une infrastructure, même avec un niveau de mesure compensatoire très conséquent, l'impact de l'ouvrage, il est toujours là, l'artificialisation des sols, la fragmentation au niveau du territoire, au niveau autant du paysage que écologique. Même avec les meilleures mesures compensatoires, l'impact perdure. Après, si on pouvait ne pas aménager du tout, je pense que voilà, on le ferait. On a malheureusement aujourd'hui des obligations d'aménagement du territoire pour répondre à certains besoins. Après, il faut re-questionner ces besoins. Et surtout, ce qui est important au-delà des mesures compensatoires, c'est l'application de l'ensemble de la séquence. Les mesures compensatoires, elles viennent en dernière ligne. La séquence, elle s'appelle, qui introduit les mesures compensatoires, elle s'appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et ce qui est vraiment important, c'est de réussir à avoir une bonne application de l'ensemble en fait, de ces étapes, et dans un premier temps, de chercher à éviter le maximum des impacts. Donc, ça veut aussi dire se re-questionner sur l'aménagement en lui-même. Est-ce que l'aménagement doit se faire ou pas? Est-ce qu'il est pertinent ou pas? Est-ce qu'il doit se faire là où il a été prévu ou ailleurs? Est-ce qu'il peut se faire ailleurs? Derrière, on essaie de réduire les impacts. Et derrière, effectivement, normalement, les mesures compensatoires n'interviennent qu'en dernier recours, une fois qu'on a évité et réduit, que malheureusement, il perdure des impacts et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de réparer. Ce qui peut être intéressant, c'est de profiter, entre guillemets, des mesures compensatoires pour essayer d'améliorer, de renaturer des espaces pour lesquels on n'a pas forcément toujours des moyens ou des financements, et finalement avoir une réflexion plus globale sur ces mesures compensatoires à l'échelle d'un territoire. Et voilà, il y a certains projets qui ont un impact, mais par ailleurs, derrière, on peut s'en servir pour avoir une vraie amélioration écologique d'ampleur aussi. Ça aurait pu être un très bon mot de la fin, mais j'aimerais bien retourner sur les cours d'école, vu qu'il y a plusieurs questions autour. Déjà pour Strasbourg, cours d'école, combien de cours sont concernés, et avez-vous chiffré le coût de la débitumisation de ces cours? Donc, il y a 3 cours d'école qui ont été déminéralisés entre cet été et les vacances de la Toussaint. Il y en a 5 autres qui sont à l'étude et prêtes à être démarrées. Et quand le sujet a été ouvert, effectivement, très vite est venue la question: combien nous avons d'écoles sur le banc communal de Strasbourg? Nous en avons environ 115, il me semble. Et donc, si on voulait agir sur toutes ces écoles sur une durée de mandat de 6 ans, ça représenterait combien d'écoles par an? Et donc, c'est là qu'on est arrivé au chiffre de 20 écoles. Et avec nos élus actuels, qui sont des élus qui sont très attachés à la question écologique d'une part, mais par ailleurs aux réflexions d'équité territoriale et d'agir pour tous, se dessine visiblement une volonté d'agir sur le maximum d'écoles, alors sans doute avec des projets moins ambitieux. Après, nous sommes très largement aidés et financés par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse sur ces projets de déminéralisation et plantation des cours d'école. Et le budget par mètre carré, je ne sais pas si toi, Sylvain, tu l'avais en tête, mais...
Non, pas forcément, mais ça dépend énormément dépend de l'ampleur des oui. travaux. Et en effet, sur les 3 projets, il y avait donc un projet à quelques dizaines de milliers d'euros, enfin 20-25 000 euros à peu près, où il y avait quelques arbres plantés et compte tenu de l'exiguïté de la cour, il y avait vraiment des difficultés d'accessibilité et d'espace quand même qui devaient être maintenu minéralisé, à une autre cour où il y a eu presque 200 000 euros de travaux, où là, il y a vraiment eu plus de 1000 à 1500 mètres carrés de surface déminéralisée. C'est 60 arbres ou 70 arbres plantés. C'était l'ordre de grandeur. Donc, ça dépend vraiment de l'effort qu'on peut faire sur ces sites, qu'on veut faire. Ça dépend aussi, là on a été pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'on a dû réagir vite, donc on a travaillé avec des écoles avec lesquelles un niveau de concertation et d'implication de l'équipe scolaire, périscolaire sur ces sites-là. Donc ça dépend vraiment des travaux d'ampleur, mais en fait, on voit très bien sur les cours d'école un peu anciennes que parfois, par rapport à cette problématique de confort d'été, un arbre extrêmement bien planté, localisé et avec un houppier suffisamment large, comme on le voyait sur les photos précédente avec les enfants sous l'arbre, ça peut être extrêmement efficace. Après, on peut aller plus loin, aller jusqu'à des chantiers participatifs, aménager des jardins potagers, c'est sans doute aussi ce qui va se faire, même s'il y en a déjà sur le territoire de Strasbourg, mais on peut aller plus loin sur la déminéralisation des cours d'école, sachant qu'il y a quand même plein de problématiques techniques associées. Et il ne faut pas rater, on a quelques nouvelles écoles, nouveaux groupes scolaires qui sont prévus. Et là, c'est vrai que ce qu'on essaye, c'est surtout ces nouveaux aménagements, pour le coup, de partir dès le départ avec des aménagements qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Et avec cette intégration, la première école, on l'avait un peu, nous l'a appelée école nature, mais c'est une école où le projet s'est vraiment monté en concertation avec les habitants, les riverains, les potentiels futurs parents d'élèves. Il y a un travail au niveau du recrutement de l'équipe, au niveau de l'éducation nationale, qui est fléché avec une sensibilité qui est écologique. Et c'est vrai qu'on a travaillé ces aménagements le plus perméable et végétalisé au départ. Comme ça fera qu'on n'aura pas besoin de réintervenir effectivement derrière. Tout ce qui est fait en amont coûte quand même moins cher. Pardon, Maxime Drouet, tu voulais poser une question? Oui, effectivement, merci. On parle beaucoup donc du goudron à enlever dans les cours d'école. Ma question c'était, mais qu'est-ce qu'on fait de ce goudron une fois qu'il est enlevé? Est-ce qu'il est recyclé pour faire des routes? Est-ce qu'il y a un autre recyclage possible? Est-ce qu'il est enfoui? C'est une bonne question. Je ne suis pas spécialiste du recyclage des matériaux. Après, ça part dans des systèmes de décharge qui, elles, le revalorisent. Oui, il me semble que ça peut être effectivement réutilisé dans les fondations ou équipements effectivement routiers. Je sais qu'on a une plateforme de stockage, recyclage de ces déchets sur le territoire, mais c'est vrai que je ne saurais pas vous dire plus précisément non plus. Et les ils sont pas enfouis. Utilisés en forme de chaussée. Enfin, il y a des choses qui sont réutilisées. Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste. On s'était d'ailleurs interrogé, je sais qu'à Lyon aussi, il y avait cette réflexion sur comment réutiliser, valoriser les produits de démolition de chaussées notamment, ou même de bâtiments, dans le cadre de réalisation de substrats fertiles, avec la problématique d'alcalinité très forte des bétons. Donc, mais il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais je ne suis pas forcément au fait de ces dernières actualités. Alors, concernant les cours d'école, à Paris, il y a les OS6 qui vont se faire et on va faire une nouvelle session de retour de Paris, par exemple. Du coup, on va arrêter là, peut-être. Il y a vivement une prochaine session. C'est écrit dans le... dans le chat. Je pense, vu les réactions au chat, il y a beaucoup de questions et beaucoup de discussions entre vous. C'est excellent. Alors, une dernière question à Frédéric Ségur. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les sols fertiles urbains? Allez-y, très vite. Il y a tout un travail effectivement sur la recréation de substrats fertiles et des stratégies sur la refertilisation des sols en place.
parce qu'il faut bien se dire que les objectifs de renaturation de la ville, on l'a vu notamment avec l'exemple de Lyon et de Strasbourg, se font dans des zones qui sont déjà urbanisées, donc qui ont des sols qui sont souvent des sols stériles, voire pollués. Avant qu'on clôture cette session très animée, j'aimerais bien passer la parole à Myriam Boulouard de la capitale française de la biodiversité pour notamment présenter leur concours capitale française de la biodiversité. Merci Myriam. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, on vous a présenté des actions innovantes et exemplaires qui ont été présentées dans le cadre du concours Capitale française de la biodiversité. Donc moi, je vais vous présenter le concours Capitale française de la biodiversité. Je suis Myriam Boulouard, chargée d'animation de réseau à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et le concours Capitale française de la biodiversité est une opération qui valorise déjà depuis 10 ans les actions déjà réalisées par les collectivités en faveur de la biodiversité. Cette année, le thème du concours est l'eau et la biodiversité. La vocation à valoriser les actions des collectivités de toute taille et de leurs partenaires en matière de préservation des zones humides. En fait, il faut vraiment entendre ce thème au sens large. Donc, il peut s'agir d'actions de préservation des zones humides, de restauration des continuités écologiques des cours d'eau et de leurs berges, mais aussi de gestion des eaux pluviales, d'actions de désimperméabilisation, le risque d'inondation ou contre le changement climatique. Il faut vraiment l'entendre au sens large. Le concours s'adresse aux collectivités de toute taille, car chaque année, 5 trophées nationaux sont remis par catégorie, qui récompensent le meilleur village, la meilleure petite ville, la meilleure ville moyenne, la meilleure grande ville et la meilleure intercommunalité. En 2017, la commune de Muttersholtz a été reconnue capitale française de la biodiversité, à titre d'exemple. Donc, l'opération reconnaît chaque année, remet des trophées par catégorie aux collectivités qui portent des actions exemplaires, mais vous pouvez également participer au concours en présentant 1 à 2 fiches actions pour figurer au recueil d'actions exemplaires qui est publié annuellement et diffusé sur le site internet du concours Capitale française de la biodiversité. Alors, comment participer au concours Capitale française de la biodiversité? Partout où le dispositif territoire engagé pour la nature est déployé, comme c'est le cas pour la région Grand Est, il s'agit la brique élémentaire et le questionnaire territoire engagé pour la nature. Les collectivités qui ont déjà déposé un questionnaire territoire engagé pour la nature ont accès à un questionnaire simplifié du concours Capitale française de la biodiversité. Pour celles qui n'auraient pas encore déposé de questionnaire territoire engagé pour la nature, on demande aux collectivités de remplir un questionnaire TEN, puis ces collectivités auront accès au questionnaire simplifié Capitale française de la biodiversité. Alors, je vais vous présenter un petit peu le calendrier. Donc là, pour répondre un peu aux difficultés liées à ce second confinement, nous avons prolongé le délai du dépôt des dossiers de candidature jusqu'au 31 janvier 2021. Jusqu'à janvier 2021, on vous propose des événements qui sont publiés sur la page événements du site Concours Capitale française de la biodiversité. De février à mai 2021, le comité scientifique et technique du concours Capitale française de la biodiversité évaluera les dossiers. Les actions qui seront retenues pour être visitées seront visitées. Et enfin, le 29 juin, se tiendra la cérémonie de remise des prix à Paris. Donc voilà, pour rester informé, nous avons le compte Twitter Capitale française de la biodiversité et le site internet du concours Capitale française de la biodiversité. Et bien sûr, nous tenons, Gilles Lecuir et moi-même, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions pour le dépôt de vos dossiers de candidature.